En général, si vous demandez à un sociologue, il va vous donner une réponse sociologique. Si vous demandez à un neurologue, il va vous donner une réponse neurologique. Et si vous demandez à un généticien, il va vous donner une réponse génétique. Et chacun tire un peu la couverture à soi. Le talent, c'est plus un mélange de tout ça, en fait. Il y a des choses qu'on va retrouver dans la génétique, aussi dérangeant que ça puisse paraître. Il y a des choses qu'on va retrouver dans les neurosciences. Et il y a des choses qu'on va retrouver aussi dans la sociologie. Dans les différentes approches scientifiques, idéalement, il faut réussir à mélanger pour dans les neurosciences. Il y a aussi un truc qui a été un peu survendu au XXIe siècle parce que c'était genre ultra nouveau. Et à chaque fois qu'il y a la moindre découverte qui est faite, on va sursimplifier et proposer des explications très réductrices parce que ça fait mieux de le vendre comme ça. Elle appelle ça des neurotrash. Typiquement, on n'utilise que 10% de notre cerveau, il y a un cerveau gauche et un cerveau droit, il y a un plaisir à se dire, bon voilà, ça permet d'avoir une compréhension sans rentrer dans des détails ultra compliqués. De la même manière, elle le dit, c'est plus au XXe siècle, mais aussi au XXIe siècle, il y a ce même délire de survente de la génétique, ce coup-ci, où on essaye de tout expliquer par ça, quoi. De genre, on a découvert un nouveau champ d'études, et du coup, on se dit, bah, c'est trop bien, on va pouvoir tout expliquer, et on essaye d'appliquer ça à tout, à rien, et des fois, ça apporte un éclairage sur une situation, et sur un questionnement, mais des fois, ça apporte pas grand-chose, des fois, ça fait même faire fausse route. Quand on parle d'un sujet comme le talent, notamment, c'est quelque chose qui est pluridisciplinaire, plurifactoriel. Se dire juste qu'on va apporter une réponse un peu définitive avec une seule discipline ou un seul facteur, c'est un peu réducteur, quoi. Et donc elle nous donne un peu un plan de comment s'articule son bouquin. Elle dit « Avant d'aller plus loin et pour savoir sur quel terrain on joue, j'aimerais préciser que les 2 chapitres suivants nous permettront de nous arrêter un instant sur la définition du talent et du mérite et sur les conséquences de nos croyances en leur existence. S'en suivront 3 parties qui serviront à déconstruire respectivement les déterminants individuels de la réussite. La deuxième partie de ce livre est ainsi consacrée à une analyse qui aura pour objectif de défaire l'argument essentialiste qui postule que le talent est un avantage initial, d'origine partiellement génétique, expliquant la réussite supérieure de certains. La troisième partie explore le facteur de l'effort et de la pratique. La quatrième partie se concentre sur le rôle des croyances aussi positives que limitantes, en les rattachant à la genèse historique des stéréotypes. L'objectif n'est pas de récuser l'importance de l'héritage génétique, de l'effort et des attitudes positives, mais d'explorer de nouvelles perspectives qui nous permettent d'imaginer d'autres récits. Des récits où apprendre, savoir comment apprendre, désirer apprendre, persévérer est important, mais où nous devons d'abord pouvoir accéder à des opportunités de désir, des opportunités de savoir. Des récits qui reconnaissent qu'il faut pouvoir pour vouloir. En Grèce, le talent, c'est une mesure de poids et de monnaie. Donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est environ 30 kilos d'or ou d'argent. Ok, super. Puis arrive la Bible, et donc Saint Matthieu qui nous dit dans une évangile que Dieu répartit le talent entre les humains, et il ne le répartit pas équitablement. C'est Dieu, donc le talent, c'est un truc légitime. C'est-à-dire que si vous avez du talent, quand bien même ce serait la chance de votre naissance, c'est une chance qui est légitime, quoi. C'est Dieu qui a décidé. Et puis arrive la révolution bourgeoise en France et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là-dessus, elle nous dit « L'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 représente une rupture supplémentaire avec la providence et les inégalités de naissance. Il prévoit que les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. La vertu se réfère ici au comportement et aux efforts individuels, et le talent aux dons naturels. Le mot talent désigne des dispositions et attitudes naturelles pour certaines choses, selon la définition de l'époque. Comme dans l'évangile de Saint Matthieu, la réussite par le talent et la vertu de l'effort a une utilité sociale et répond à une injonction de perfectionnement individuel. Autrement dit, l'individu, pour qu'il soit méritant, doit tirer le meilleur de lui-même au profit de tous. Et son aspiration à exceller et à se réaliser doit donc être interprétée comme un impératif moral. Ces qualités s'imposent ainsi comme les critères permettant de distinguer ceux qui pourront être sélectionnés, promus et récompensés, ceux qui ont le droit au mérite. Du coup, il y a vraiment ça, il y a un peu une injonction de dire le talent, c'est un peu votre potentiel inné, c'est un peu le truc, vous êtes né avec plus ou moins de talent, mais vous avez le devoir de progresser, vous avez le devoir de vivre au plein potentiel de ce talent. Et donc il y a vraiment un truc, encore une fois, très politique, de mettre à profit tout ce qu'on peut mettre à profit. On a un peu poussé Dieu de côté en disant, bon, on arrête un peu avec Dieu qui a réparti le talent. Mais par contre, on a remplacé par la nature. C'est une shit, quoi. C'est genre,
bah, c'est naturel, quoi. Donc on va pas remettre ça en cause. Épistémologie du talent, histoire épineuse et guerre des définitions. Donc épistémologie, si jamais vous n'avez pas le sens de ce que ça veut dire, c'est on s'intéresse à comment a évolué le sens et une science pour comprendre d'où elle vient, c'est quoi ses biais, qui l'a construit. Et donc histoire épineuse et guerre de définition, c'est vraiment l'histoire de notamment la génétique, hein, on tombe très vite dans des gens qui étaient penchés sur des idées un peu problématiques, c'est le moins qu'on puisse dire. La définition qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, on ne définit pas ce que c'est que le talent, on définit son effet. Telle personne est très forte à, je sais pas moi, les échecs, à la musique, à un instrument, à un sport. Et on dit, ah ouais, cette personne-là, elle a du talent là-dedans, quoi. Mais on ne sait pas dire ce que c'est que le talent. Donc ça veut un peu tout et rien dire, c'est un peu un cache-misère de genre on ne sait pas, mais on fait semblant qu'on sait en mettant un mot dessus. Elle nous parle de la promesse séduisante de la réalisation de soi. Chacun a des dons et des talents naturels et il faut les faire fructifier. En fait, chacun doit avoir la place qu'il mérite selon ses talents et ses efforts. Donc, il y a une place qui est la tienne, selon tes efforts, parce que si tu fais pas d'efforts, tu mérites pas ta place. Et globalement, l'idée, c'est quand même de dire, bah, tout le monde est capable de plein de choses. Le raisonnement méritocratique, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est qu'en fait, quand on parle de talent et de mérite selon les efforts, c'est qu'on parle déjà de société un peu méritocratique. Il y a des gens qui méritent leur place parce qu'ils ont travaillé dur. Ou même, des fois, on va le justifier en disant parce qu'ils ont le talent. Et ça semble être une justification. Le raisonnement méritocratique se justifie ainsi à travers deux questions rhétoriques. Étant donné que l'offre d'opportunités sera limitée, ne devrions-nous pas d'abord ces opportunités aux personnes qui montrent de l'intérêt et des capacités dans les domaines donnés? Ne devrions-nous pas avoir des moyens de répartir les gens en jumelant les personnes les plus talentueuses au bon poste et garantir que le travail nécessaire soit effectué de la manière optimale? Spontanément, on répondrait que oui. Comme la supériorité naturelle des plus doués est développée au bénéfice de tous, leur domination paraît légitime. Dans cet idéal moderne, les inégalités ne sont donc plus justifiées par les privilèges de statut, mais d'une part par les dispositions biologiques et psychologiques supérieures des individus, et d'autre part par l'effort qu'ils ont mis dans la valorisation ou la compensation de leurs dispositions. Il s'ensuit que pour une société méritocratique soit juste, il faut respecter deux conditions. Que ceux qui réussissent sur la base du mérite aient mérité leur succès par une bonne application des règles, que les talents soient objectivement mesurés, révélés et actualisés afin qu'ils soient convertis en une égalité des chances de réalisation de soi. Sélectionner les élus parmi un champ de personnes possibles, il faudrait donc pouvoir les identifier et les évaluer objectivement. On sort de cette société où le succès s'hérite par un nom de famille, par un titre de noblesse, pour arriver dans un truc où le travail et vos capacités naturelles de naissance vont justifier votre position, vont justifier votre domination sur certaines autres personnes. Ceux qui réussissent, faut que ce soit sur la base du mérite. Et que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et en fait, les règles, elles sont jamais les mêmes pour tout le monde. Dès lors qu'on a une société avec des dominations d'une certaine partie de la population vers une autre, de base, les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Et puis, bon, bah, qu'il l'ait mérité, encore une fois, là, c'est un peu un mot vague, on ne sait pas comment on le justifie, on comprend, quoi. Mais admettons, quoi. Bien, le deuxième problème, c'est la mesure objective du talent de chacun. Il y a des choses pour lesquelles c'est assez simple, c'est-à-dire que si vous avez envie de mesurer du saut en longueur, vous mesurez la distance à laquelle le saut est fait, quoi. Par contre, l'intelligence, bah, c'est chaud, quoi. Donc après, ça va donner naissance à des trucs comme les tests de QI, etc. Ils sont d'une certaine manière un essai d'approcher la mesure de l'intelligence, mais se ramener à un nombre, ça permet de mesurer, très bien. Mais est-ce que c'est une vraie mesure? Est-ce que c'est légitime comme manière de mesurer? Est-ce que c'est pertinent? Voilà, quoi. L'argent, il a plus d'impact que le mérite. Si vous partez avec pas de mérite et 100 000 balles sur votre compte, ce sera moins dur que si vous partez avec tout le mérite du monde et des dettes, quoi. Donc déjà, là, c'est un peu plié, quoi. Ce qui dit que, bah, du coup, pour une société méritocratique juste, il faut que les gens partent des mêmes moyens matériels. Donc un premier truc qu'on peut se dire, c'est par exemple, allons jusqu'au bout, en fait, faut supprimer l'héritage. Vous voulez qu'on fasse une méritocratie, ça marcherait. Si personne n'a le droit de récupérer les biens de ses parents, bah là on pourra parler de méritocratie, quoi. Mais comme on va le voir, même ça suffirait pas de toute façon, hein. Pour pallier aussi au fait qu'on n'ait pas de mesure objective de l'intelligence, la société en elle-même, ce qu'elle développe, c'est surtout des diplômes, des concours,
Quand tu dis, bon bah voilà, on va attribuer tel poste aux 3 personnes qui sortent meilleures de tel concours, ça semble juste dans l'idée où on se dit, bon bah voilà, c'est un concours, tout le monde a les mêmes chances, machin chose. Mais en fait non, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont sortir victorieuses du concours si c'est de l'écrit, si c'est de l'oral, si l'approche elle est purement technique, si ça demande une approche créative. Et en fait, il n'y a pas moyen de classer objectivement les gens comme ça, quoi. Donc à propos des concours et des diplômes, elle dit « En réalité, les instruments de sélection, en apparence pertinents, chiffrés, séduisants et plus résistants à la corruption, suivent un pattern qui continue à privilégier certains au détriment des autres. Sans signe de tricherie, les plus fortunés récupèrent encore et toujours la majorité de la distribution du mérite académique et professionnel. Dans le même pays où le scandale a éclaté, de nombreuses universités d'élite, dont Brown, Dartmouth, Penn, Princeton et Yale, accueillent plus d'étudiants du 1% supérieur de la répartition des revenus que des 60% inférieurs. Quand elle dit le scandale a éclaté, c'est qu'elle fait référence à un truc un peu avant, ou un truc de parents riches qui filent des sous que leurs enfants soient acceptés dans des grandes universités. Oui, on se rend compte que l'argent a plus d'impact que le mérite, quoi. Dès lors que les places sont limitées, on peut se retrouver à les acheter. Ce qu'elle dit, c'est que dans les grandes universités, il y a plus d'étudiants du 1% les plus riches que d'étudiants dans les 60% les plus pauvres. D'un point de vue purement scientifique et bête et méchant, soit un lien entre la richesse et le fait de pouvoir accéder à des études d'un point de vue don, qualité d'intelligence, etc. Soit, comme elle le dit, sans signe de tricherie, les plus fortunés récupèrent encore et toujours la majorité de la distribution du mérite académique et professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de tricherie, mais est-ce qu'on est capable d'assurer qu'il n'y en a pas pour autant? Bah, pas évident, quoi. À l'échelle universelle, les personnes issues de milieux pauvres avec un haut QI, ce chiffre obtenu grâce à un test psychométrique qui donne une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine, réussiraient moins que les riches avec un QI bas. Si on dit, ok, bon bah voilà, le QI c'est la mesure de l'intelligence, c'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux, encore une fois c'est une grosse simplification. Si on regarde les talents d'intelligence des gens en disant bah le talent d'intelligence des gens c'est leur QI, et bah les gens qui ont un QI haut, ils réussissent mieux, mais les gens qui ont un QI haut et qui sont pauvres, ils réussissent moins bien. Donc en fait il y a des facteurs qui sont plus impactants que d'autres, quoi. Malgré le pouvoir durable des mythes de l'individu libre et robuste de la méritocratie, la charge de la preuve montre que d'autres formes de privilèges, tels que le genre ou la couleur de peau, continuent de l'emporter sur les forts. Les blancs moins éduqués gagnent plus que les noirs plus éduqués, et les hommes gagnent plus que les femmes également instruites. Ensuite, j'ai noté une citation de Chantal Jacquet qui trouve la phrase est si éloquente et si simple. Qu'est-ce que l'excellence si c'est le nom glorieux de l'exclusion? Plutôt que de dire on fout de côté les gens qu'on veut pas, on parle d'excellence, et d'un coup, bah, c'est super valorisant, quoi. On va permettre aux meilleurs de s'élever, on regarde le truc sous un certain angle, qui permet d'enjoliver un truc qui est globalement de la merde, quoi. Et un dernier truc qui est mis en avant, le pouvoir méritocratique. C'est un régime, entre guillemets, qui, sous apparence de dire chacun peut s'élever de soi-même, chacun a des chances de réussir, etc. En réalité, c'est un truc qui va justifier le pouvoir à ceux qui l'ont. C'est-à-dire que les plus méritants sont de fait les gens qui sont en situation de pouvoir. Donc c'est un peu un régime qui s'auto-légitime, quoi, qui va dire bah on va donner les meilleures places aux meilleurs, donc les meilleurs c'est ceux qui sont aux meilleures places. Un cercle un peu vicieux, bizarre, un vicieux ou vertueux, encore une fois, ça dépend de votre niveau de revenu et où vous êtes placé, mais globalement c'est ça, quoi. Donc il y a vraiment ce truc de reproduction sociale qui va se faire. Ouais, c'est pas encore expliqué, mais globalement on le voit venir, il n'y a pas trop de doute là-dessus.